Bonjour tout le monde. Voilà, donc bonjour à notre webinaire Réinventer la sécurité à l'ère de l'intelligence artificielle, les enjeux majeurs et les pistes de solutions. Ce webinaire sera présenté par moi-même, Abdelrahman Kouka et Wajih El Taïf, mon collègue Wajih El Taïf. On va se présenter après l'introduction. Voilà, on va voir brièvement le plan. Je ne vais pas détailler le plan maintenant parce qu'il s'agit uniquement de 45 minutes de webinaire. Wajih, si tu peux qu'on passe le plan. Voilà. Donc, il s'agit de 13 sections qui seront divisées en deux parties. Une partie qui concerne l'IA avec un peu de sécurité et une deuxième partie qui concerne la sécurité avec un peu d'IA. Donc, c'est quelque chose de dense. Donc, attachez vos ceintures et on commence. Donc, le contexte global de ce webinaire, c'est de voir ensemble les fondements et les usages actuels de l'intelligence artificielle, ainsi que le cadre normatif et les bonnes pratiques. Ça concerne pratiquement la première partie. Et puis, dans la deuxième partie, on va voir ensemble les menaces et les opportunités de l'intelligence artificielle en matière de la cybersécurité, ainsi que les pistes concrètes de réponse stratégique et opérationnelle. Pour la première partie, donc elle sera présentée par moi-même. Elle sera divisée en trois sous-grandes parties. Il y a la définition de l'IA et avec son historique, les cas d'usage sectoriel de l'IA, ainsi que les réglementations et la gouvernance de l'intelligence artificielle. La deuxième partie sera présentée par Oji et ça concerne la cybersécurité dans les deux sens. Comment l'IA peut menacer la cybersécurité et comment l'IA devient un levier de renforcement de la cybersécurité. Et finalement, Oji va détailler la partie normes et bonnes pratiques de gestion. Pour la première partie, ça sera présenté par moi-même. Donc, je me présente Abdelrahman Kouka. Je suis un serial entrepreneur avec une expertise combinée cybersécurité et R&D spécialement pour la partie IA, intelligence artificielle. Je suis certifié également 27001 et 42001. 27001, vous connaissez tout le monde, c'est le système de management de la sécurité de l'information. Ça, c'est ancien. Il y a la nouvelle norme, c'est 42001 qui a vu le jour de l'année dernière. Et on va en parler un peu plus tard dans notre webinaire. Commençons par le commencement. Donc, au début, c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle tout court, pour faire un résumé, c'est l'imitation des capacités cognitives de l'être humain. Donc, comment la machine peut imiter. Donc, c'est ça en réalité la définition réelle. C'est comment la machine devient, entre guillemets, un être humain. Donc, si on peut aborder la définition donc d'une façon un peu concrète, c'est l'intelligence artificielle désigne les systèmes informatiques capables de réaliser des tâches qui nécessitent normalement une intelligence humaine. Cela inclut la reconnaissance vocale, la prise de décision et la reconnaissance visuelle. Ça, c'est tout court, simplement, mais on va voir que il y a beaucoup de complexité là-dedans. Mais avant d'aller à la complexité, les différents types de l'IA, je vais revenir avec vous un peu dans l'histoire. Donc, la majorité des gens, ils pensent que l'IA a commencé dans les quelques années qui ont précédé cette année, parce qu'on a commencé à entendre parler de la ChatGPT et tout en 2022. Mais en réalité, l'IA a commencé même avant le développement du premier ordinateur. L'IA a commencé en réalité dans les années 30, 1930 en particulier, avec Alan Turing. Et la fameuse machine de Turing que la majorité d'entre nous ont étudié dans les cycles d'ingénieurs. Et les gens peuvent me dire, mais comment à cette époque, on a commencé, il n'y a pas d'ordinateur et qu'on a commencé l'IA? Bah oui, il y a de l'IA qui se base sur l'électromagnétisme. Je vais expliquer ça un peu plus tard, mais quelle coïncidence. La première partie, soi-disant le premier concept de l'intelligence artificielle a été développé pour le compte de la cybersécurité. En réalité, il s'agit de décrypter les messages échangés par la machine Enigma. La machine Enigma, ça a été utilisé par les services secrets allemands.
Je ne vais pas nommer l'autre nom pour ne pas être censé donc avoir de la censure sur YouTube après. Vous savez l'autre nom de service secret allemand et donc le background derrière. Donc, cette machine Enigma a été très performante. C'est quelque chose qui se ressemble au cynodactylo pour échanger les messages entre donc l'armée allemande. Et ça a été vendu à d'autres pays, bien évidemment, mais d'une façon très sécurisée. Et le challenge à l'époque, spécialement entre les services secrets français et britanniques, c'est de décrypter ça. Et là, c'est les travaux d'Alan Turing qui ont vu le jour. Et la machine que vous voyez dans le slide, ça s'appelle donc la machine de Turing en quelque sorte. Ça a un autre nom qui est la bombe machine, parce qu'elle se base sur un concept qui s'appelle les bombes électromagnétiques pour déchiffrer les messages déjà cryptés. Ce que vous voyez, ce n'est pas la machine réelle, parce que la machine réelle a été détruite après la fin de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Mais ça a été repris pour le film, un film très intéressant que je vous invite à voir, qui s'appelle Imitation Game. Dans le film, ça s'appelle Christopher, cette machine. Et puis, elle existe dans un musée pour que tout le monde puisse le voir. Après ça, en 1950, c'était la naissance officielle de l'intelligence artificielle comme discipline scientifique dans un congrès. Mais aussi, Alan Turing, après le développement de sa machine, il s'est orienté vers le développement des ordinateurs. Et donc, l'informatique, l'IA ont commencé en parallèle avec la cybersecurity. Et depuis, cette symbiose n'a cessé de continuer jusqu'à nos jours, jusqu'à le futur. Voilà, on va continuer avec cette même approche. Vas-y, Wajid, s'il te plaît. Voilà, maintenant, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une fierté nationale pour nous en Tunisie, j'espère aussi pour toute l'Afrique. J'ai essayé de faire une recherche pour voir s'il y a les plus anciennes recherches en termes d'intelligence artificielle en Afrique. Malheureusement, je n'ai pas trouvé quelque chose. Ceci n'empêche que on peut avoir quelque chose de plus ancien que ça. Mais a priori, ce que j'ai trouvé, ça, c'est en 1986, en Tunisie, nous avons, donc ça, c'est un séminaire tuniso-français d'informatique sur le thème intelligence artificielle. C'était sous le patronage du Premier ministre. Donc, c'est au niveau très haut de l'État. C'était entre le faculté de sciences de Tunis et l'INRIA en France. C'était vraiment une fierté qu'à cette époque-là, on parle et on développe de l'intelligence artificielle en Tunisie et en Afrique. Maintenant, et avant d'aller au temps actuel, en ce moment-là, on veut voir comment cette évolution a vu le jour. Ce slide démontre l'évolution de l'IA et les sous-domaines de l'IA depuis l'année 1998 jusqu'à 2023. Et comme vous pouvez voir, à partir de cette date, 1998, il y avait principalement la reconnaissance optique de caractère, il y avait la reconnaissance vocale. Ce sont les deux premiers sous-domaines de l'intelligence artificielle. Et comme vous pouvez voir, l'évolution a pris beaucoup de temps, presque pour atteindre la maturité. J'ai oublié de vous expliquer cette échelle. L'échelle 0, c'est le niveau humain. Moins 100, c'est n'importe quel modèle de l'intelligence artificielle ou bien domaine de l'intelligence artificielle. On n'a pas commencé ici de parler des modèles. Prend à l'instant de son démarrage une note de moins 100. Donc, ça a pris presque une vingtaine d'années pour que la reconnaissance optique de caractère et la reconnaissance vocale atteignent le niveau humain. Beaucoup de temps. Par contre, si on va directement à la partie donc computer vision ou bien compréhension des textes ou bien évidemment la toute dernière partie, le raisonnement complexe, c'est presque dans les médias. Hein. C'est lancé en 2021, en 2023, on a le niveau humain. Donc l'accélération est très forte. Et attachez vos ceintures parce que également on va passer à un autre niveau maintenant d'explication de l'IA. On est où en 2025 en termes d'intelligence artificielle? Il y a 3 grandes familles de l'intelligence artificielle. Tous sont de l'IA faible, plus ou moins. Il y a l'IA forte qui est encore théorique.
On commence par l'IA faible. Et ici, je vais mentionner des exemples de cybersécurité que Wajid va les détailler après. D'accord? Donc, ce qu'on appelle l'IA faible, Narrow AI, c'est l'IA spécialisée dans une tâche unique. Exemple, la détection des anomalies réseau dans les CIEM nouvelle génération. Pratiquement tous les CIEM actuellement, ils autoproclament qu'ils utilisent de l'IA. Bon, ça dépend, après on va voir ça. Les chatbots de réponse aux incidents, les analyses automatisées de malware, tout ça, ce sont des tâches ponctuelles que l'IA faible peut effectuer. Cette IA est réelle, ça existe de nos jours et ça marche très bien. L'IA générative, et celle-là qui a fait le buzz ces toutes dernières années, comme ChatGPT, comme DeepSeek, comme Manus, comme les autres types d'IA, ça, c'est une tâche spécialisée dans la création de contenu. Texte, code, images. Donc, d'où son utilisation par le grand public et d'où le fait qu'elle est très connue. Donc, ce n'est pas parce que c'est miraculeux. Non, il y avait beaucoup de travaux avant qui étaient miraculeux. Je reviens aux années 86 pour le webinaire qui a vu le jour en Tunisie. Ça concerne quoi? Ça concerne ce qu'on appelle le concept des systèmes experts qui sont utilisés pour l'aide à la décision. À l'époque, c'était révolutionnaire. En réalité, c'était révolutionnaire, pas comme aujourd'hui. Donc, l'IA générative aussi de nos jours, demain, elle sera l'équivalent des systèmes experts des années 86. Donc, notez ça. L'IA générative, quelles sont les tâches qui peuvent être effectuées pour la cybersécurité? Il y a la simulation de phishing, hyper-réaliste, la génération des patchs automatiques, la modélisation des menaces prédictives avec l'IA générative, tout ça et d'autres aussi fonctionnalités. Ça aussi, c'est de la réalité. Il y a la tendance de nos jours des agents IA. Ça aussi, c'est un IA faible, mais qui se rapproche un peu de l'IA forte. Donc, ça enchaîne des tâches complexes avec autonomie. Par exemple, les agents SOC, ils permettent d'investiguer une alerte de A à Z. Des pentesters autonomes, des agents IA autonomes pour la gestion d'une crise cyber dans le cadre d'un plan de continuité d'activité. Il y a les agents IA, ce sont la tendance pour l'année 2025. Tout ça, c'est réel. L'IA forte, aussi connue sous le nom Artificial General Intelligence ou bien l'intelligence artificielle générale, ça c'est encore théorique. Il s'agit d'une intelligence artificielle autonome et surtout consciente. Mettez beaucoup de lignes sous consciente, qui est capable d'accomplir toute une tâche humaine, comme par exemple la défense adaptative totale, la conception autonome des protocoles de sécurité, la simulation d'attaques réalistes, etc. Et c'est attendu que le premier IA forte, voilà, désolé, donc aura lieu en 2030. Passons à agir. Apparemment, le temps nous pousse à accélérer un peu. Pour la panorama des technologies, on trouve l'intelligence artificielle. Ça, c'est le big picture, le domaine global sous lequel on trouve le machine learning. C'est la capacité qu'une machine apprend par elle-même avec moindre implication de l'être humain. On trouve après le deep learning, qui est une sous-discipline du machine learning, et qui est donc une technique qui se base sur les réseaux de neurones. Et dans le deep learning, on trouve les LLM, Large Language Model, qui sont des modèles d'IA basés sur le deep learning, capables de comprendre et générer le langage humain, et qui sont à la base de la Generative AI. Donc, on passe maintenant à quelques applications techniques de l'IA. Faites attention à la différence entre l'application technique et l'application sectorielle qu'on va voir plus tard. Donc, pour l'application technique, on trouve les computer vision, basées sur la reconnaissance d'objets, le suivi et la surveillance des objets, l'inspection visuelle automatisée. Tout ça, on va voir après dans le slide qui suit, quelques applications de computer vision dans l'agriculture, dans l'industrie, dans d'autres domaines. Il y a le NLP, le Natural Language Processing, qui permet l'analyse des sentiments, les chatbots et les assistants virtuels, la génération de contenu, la traduction automatique et la génération de texte. Il y a le deep learning pour la prédiction, tout type de prédiction, prédiction de marché, prédiction de consommation, prédiction de la santé,
et prédiction des états ou bien des variables environnementaux. Il y a le RPA, Robotic Process Automation. C'est l'automatisation des tâches administratives, le flux de travail, le workflow, etc. Il y a le système autonome et apprentissage par renforcement qui sont utilisés principalement par les drones autonomes ainsi que les robots et les véhicules autonomes. Passons maintenant au cas d'usage sectoriel. Alors là, ça touche tous les secteurs de la vie aujourd'hui et demain. Ça sera plus accentué que ça. Donc, vu les contraintes de temps, je ne vais pas tarder trop ici parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je vais citer juste quelques exemples, pas plus, mais vous avez les slides après l'enregistrement vidéo où vous pouvez lire. Par exemple, dans la partie santé, il y a l'amélioration de la diagnostic et la prédiction des maladies grâce à l'analyse des images médicales. Il y a la découverte des médicaments. Et n'oubliez pas que lors de la COVID, la découverte des vaccins du Covid en aussi peu de temps comme on a vu, ça a été à la base grâce à l'IA, grâce entre autres à une start-up tunisienne qui s'appelle Instadip, qui a travaillé sur ça, qui a été après rachetée par le laboratoire Pfizer eux-mêmes qui ont créé le vaccin. Dans l'agriculture, il y a la gestion des irrigations, la détection précoce des maladies, la prédiction des rendements. Dans l'industrie, il y a l'optimisation des chaînes et la maintenance prédictive, le contrôle qualité. Dans la cybersécurité, alors là, je ne vais pas prononcer aucun mot, je laisse ça à Waji. Waji, au suivant, s'il te plaît. Pour le cadre réglementaire, et je vais finir par ces deux derniers slides, mes amis, donc il y a ces toutes dernières années une évolution dans cette partie. Après, donc la partie réglementaire, ça suit la partie technique, c'est évident. Ça a commencé plus ou moins avec le NIST Framework, c'est aux États-Unis ou USA. Il y a donc l'acte européen de l'intelligence artificielle qui se base sur la classification des risques, et celui-là a été lancé en 2023-2024, mais ce n'est pas une obligation pour le moment. L'obligation commence à partir de août 2025. Il sera obligatoire de l'appliquer dans quelques secteurs, et je pense qu'en août 2026, il sera appliqué partout. Il y a la fameuse ISO 42001, c'est le système de management de l'intelligence artificielle. Donc, on va en parler un peu plus tard dans le slide qui suit sur les principes fondamentaux de cette norme. Mais ces trois cadres réglementaires, ils partagent tous trois principes, la transparence, l'auditabilité et la personnalisation, la proportionnalité, pardon, de risque. Ça, c'est le cadre global. Mais maintenant, on va voir les principes de l'IA suivant la norme ISO 42001. Il s'agit d'une dizaine de principes. Je ne vais pas les parcourir tous, vu encore une fois le contrainte des temps, mais principalement, ça se base sur les valeurs éthiques de l'IA. Ça donne de l'importance aux valeurs éthiques, surtout l'utilisation des données personnelles. Il y a la partie équité, fairness, ça c'est très important pour empêcher que l'IA effectue toute une discrimination injuste et traite un être humain pour prendre une décision quelconque, administrative ou santé ou autre, à la base du race ou bien de religion, bien couleur de la peau, bien n'importe quelle autre attitude de discrimination que l'IA peut détecter. Et ça, malheureusement, a été détecté dans quelques autres dans quelques anciennes histoires. On peut en discuter dans d'autres cadres, peut-être dans un futur webinaire. Il y a la transparence, ça c'est aussi important pour que tout le monde sache qu'avec des inputs bien spécifiques, comment l'IA va travailler, quel est l'output qui va en résultat, qui en résulte, pardon. La responsabilité, donc que ce soit responsabilité ou bien accountability, c'est très important. Suite à une décision IA, qui va prendre la décision, qui est la responsabilité de l'acte de l'IA, que ce soit bon ou mauvais, surtout s'il s'agit d'une décision, mauvaise décision, qui peut mettre en cause, ou bien en conséquence, en question plutôt, la vie d'un être humain. Une voiture autonome qui peut tuer une personne pour une raison ou une autre, c'est la responsabilité de qui?
l'entreprise, ou bien celui qui conduit, entre guillemets, parce qu'il ne conduit pas réellement, ou bien l'équipe de dev. Tout ça sont des questions éthiques que la 40-2001 essaie de répondre. Et il y a bien sûr la fameuse partie qui concerne la cybersécurité. Eh bien, je cède la parole à Wajid pour en discuter et parler avec des détails. Merci bien et je passe la parole à Wajid. Je vais vous voir après dans la partie questions et réponses. Merci Abdelmanan, mais au fait, je tiens aussi à te remercier spécialement de m'avoir facilité la tâche parce qu'avec cette explication trop explicite même de cette IA, je pense que les participants auront la facilité de mieux comprendre cette symbiose qu'on va aborder entre l'IA et la cybersécurité. Donc moi aussi, par contrainte de temps, je ne vais pas quand même exposer tout mon profil. Je vais me limiter au fait que je suis le directeur exécutif du groupe New Ways Holding, dont Smart Skills au fait partie. Et en parallèle, je suis un expert certifié au niveau de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et aussi de la transformation digitale. Je détiens un bon nombre, à dire la vérité, des certifications de PECB, mais aussi d'autres éditeurs. Et entre autres, je suis aussi détenteur de la certification Project Manager, Senior Project Manager, relative à la norme ISO 21502 aussi. Mais aujourd'hui, en fait, je suis plutôt là afin de parler de cette utilisation croissante de l'IA qui présente des menaces uniques par rapport à la cybersécurité. Donc, d'une part, on va voir les cybercriminels qui vont exploiter cette intelligence artificielle afin d'automatiser et d'améliorer la précision de leur attaque. Ça va rendre leurs menaces plus rapides, plus furtives et souvent, ça va nous permettre aussi de cibler plus les personnes qu'on voudrait toucher. D'ailleurs, si vous avez constaté que dernièrement, quand on parle de la cybersécurité, ce n'est pas comme c'était lors des années 2000 et un peu avant où on parlait de la victime. Aujourd'hui, on parle de cible quand on parle de cybersécurité. D'autre part, l'intégration de cette IA dans les systèmes de défense peut aussi entraîner des vulnérabilités telles que des attaques qui sont plus orientées vers l'intelligence artificielle elle-même. Et là, on va voir comment est-ce qu'on pourrait s'attaquer aux modèles d'intelligence artificielle eux-mêmes. Comment est-ce que des risques liés à l'opacité des algorithmes utilisés avec l'IA pourraient aussi nous exposer à ces risques de cybersécurité. Mais ne voyons pas que le côté sombre des choses, il y a aussi un bon apport de cette intelligence artificielle par rapport à la cybersécurité, parce qu'au fait, elle représente également une opportunité majeure pour la cybersécurité, et ceci en offrant des capacités d'analyse en temps réel et des outils de détection des menaces qui vont surpasser les capacités humaines dans certains cas. Et grâce à cette IA, les entreprises peuvent aujourd'hui automatiser la surveillance de la sécurité, peuvent aussi prédire des attaques avant qu'elles ne surviennent et peuvent même renforcer leur réponse aux incidents. L'objectif de la présentation qui va suivre, ça va être essentiellement d'expliquer comment est-ce qu'on pourrait intégrer de l'IA dans les stratégies de cybersécurité, ce qui va nécessiter bien sûr une approche équilibrée de la gouvernance où les bénéfices potentiels sont maximisés tout en essayant de minimiser les risques de cette IA-là. Donc, d'abord, là, je reviens sur ce mot que j'avais utilisé pour l'intro, cette approche symbiotique. En fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui et la cybersécurité ne sont plus des domaines parallèles. En fait, ils convergent. L'IA, elle est en train d'apporter une puissance d'analyse et de détection inégalée à la cybersécurité, tandis que la cybersécurité aussi devient de plus en plus indispensable afin de garantir, comme le disait si bien Abdelmanan, la confiance, la résilience et l'éthique de ces systèmes d'intelligence artificielle. Cette interdépendance, au fait, elle devient stratégique, elle redéfinit les modèles de défense et les architectures de confiance. C'est pour ça qu'on pourrait voir l'IA déjà comme un outil de renforcement pour la cybersécurité, puisqu'elle est utilisée dans de nombreux cas d'usage concrets. Là, c'est juste quelques exemples que vous voyez là, ce n'est pas une liste exhaustive, mais je vais avoir la détection proactive où on va effectuer plus de l'analyse comportementale et non plus nous baser sur tout ce qui est analyse des signatures, où on va aussi utiliser cette IA afin d'améliorer l'identification des anomalies et surtout avec ces mécanismes d'apprentissage, de faire de la classification des malwares à travers ce fameux concept de deep learning. On a aussi tout ce qui est réponse automatisée, où on va parler d'orchestration d'actions correctives. Donc là, j'aborde déjà le fameux concept des SOAR, Security Orchestration, Automation and Response.
C'est là l'un des outils qu'aujourd'hui on aborde très fréquemment dans le domaine de la cybersécurité. Vous avez aussi la gestion des vulnérabilités, mais là à grande échelle, parce que ça va nous permettre de mieux travailler sur la priorisation intelligente des correctifs, aussi sur l'analyse des surfaces d'attaque à grande échelle. Et là, on va bien sûr avoir recours à la fameuse NLP, et ce par rapport aux CVE qui vont être publiés. Ça, c'est le premier aspect de ce rapport symbiotique où l'IA va renforcer la cybersécurité. Mais on a aussi la cybersécurité qui est censée être utilisée comme un garde-fou pour l'IA. Et ceci parce qu'à mesure que cette IA s'intègre dans les systèmes critiques, tel que l'a exposé encore une fois Abdelmanan, mais c'est pour ça que je t'ai dit, tu m'as énormément facilité la tâche au fait, parce qu'on a vu la santé, la finance, le secteur de la défense, tout ce qui est gouvernemental, là, la protection devient vraiment prioritaire. Ceci va inclure la protection des modèles eux-mêmes à travers soit du chiffrement, soit du marquage, à travers le watermarking, soit le contrôle d'accès pour éviter ce qu'on appelle le vol des données ou bien le vol des modèles, pardon, à travers le model stealing. Bien sûr, on va voir dans quelques slides, ou la manipulation, et là, on va parler du model poisoning. Il y a aussi l'intégrité des données d'apprentissage, et ceci via la validation des données afin d'éviter l'introduction de biais ou d'exemples adverses. Encore une fois, là, le fameux contexte d'équité qui a été déjà exposé, et aussi la prévention des systèmes d'IA à travers la mise en œuvre de mécanismes de détection d'exploitation adverse, ou bien afin de tester la robustesse face à des tentatives de manipulation ou d'attaque, chose qu'on va voir ultérieurement. Donc aujourd'hui, quels seraient les enjeux d'avoir une interaction entre ces deux aspects-là? L'IA va agir comme un multiplicateur de puissance pour les capacités de défense cybernétique. Donc là déjà, on a déjà entamé à parler des CIEM intelligents. Quand on parle des CIEM, vous avez déjà des CIEM commerciaux tels que Curadar d'IBM, tels que Splunk avec la fonctionnalité Machine Learning, mais il y a aussi de solutions open source qui sont trop puissantes, tels que par exemple le Wazoo, qui peut aussi être associé avec du machine learning ou autre. Et là, ces CIEM intelligents-là, en fait, vont exploiter le concept du machine learning pour faire des corrélations entre les événements complexes et essayer de détecter les anomalies et ainsi réduire tout ce qui est faux positif, voire même les faux négatifs. On a aussi une approche de scoring des risques dynamiques, ce qui va nous permettre au fait d'évaluer en continu l'exposition de nos systèmes ou d'un utilisateur selon son comportement. Et là, on pourrait avoir quand même quelles sont les menaces connues et quel est le contexte opérationnel à mettre en place. On a aussi une surveillance comportementale et qui peut être faite en temps réel. Donc là, c'est un fameux concept qui est utilisé qui s'appelle User and Entity Behavior Analytics, qui va nous permettre en fait d'identifier les comportements suspects, que ce soit au niveau interne ou bien même au niveau externe, et qui seraient souvent invisibles aux règles classiques qu'on pourrait mettre en place. Mais ceci n'empêche que l'intelligence artificielle n'est pas seulement un levier défensif. Elle devient aussi un outil entre les mains des attaquants. Donc là, vous allez avoir cette approche où on va générer des campagnes de phishing qui sont plutôt adaptatives à travers les Large Language Models, les LLM. Et ainsi, on va être capable de produire des messages contextuellement crédibles et personnalisés qui pourraient viser encore plus les gens. Et là, bien sûr, aux différents niveaux, qu'on va parler du phishing, du spear phishing ou bien carrément du whaling. Il y a aussi la possibilité de parler de ce fameux concept d'ingénierie sociale, le social engineering. Et il faut juste vous rappeler que quand on parle de l'ingénierie sociale, s'il vous plaît, rappelez-vous qu'on est en train de parler du fait de pouvoir pirater le cerveau humain. Donc là, l'automatisation de ces compagnies d'ingénierie sociale à grande échelle, et ceci peut être fait à travers la plus grande source d'information par rapport à la vie des personnes qui sont les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on rappelle toujours, s'il vous plaît, essayez de minimiser votre traçabilité sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers les profils publics tels que LinkedIn, ou bien à travers le fait de pouvoir imiter le comportement. On parle de l'imitation comportementale, ce qui peut être source au fait d'usurpation d'identité. On a aussi tout ce qui est génération automatisée des malwares, mais là, la couche en plus qui va s'ajouter, au fait, ça va être le fait qu'on pourrait ajouter du polymorphisme ou bien de la furtivité, et ce à l'aide de réseaux de neurones génératifs. Et là, c'est
Generative AI qui joue un grand rôle, et ceci en contournant les modèles anti-malware traditionnels. On peut aussi avoir l'exploitation des failles algorithmiques de l'IA, et c'est pour ça qu'on dit que cette IA, elle transforme à la fois les moyens défensifs et les moyens offensifs. Donc là, on est dans une course qui est à la fois symétrique et asymétrique, puisque les mêmes technologies, les GAN, les Graph Learning, les NLP, en fait, les deux servent aujourd'hui aussi bien à renforcer les défenses comme à développer des cyberattaques sophistiquées. Et là, l'équilibre entre innovation technologique et sécurité, ça devient de plus en plus instable. Et c'est pour ça qu'on a déjà abordé le concept qu'une gouvernance de l'IA qui devrait être alignée avec cette cybersécurité, elle devient stratégique, puisqu'il est essentiel d'intégrer la cybersécurité dès la gouvernance de l'IA. Donc déjà, l'élaboration des politiques de sécurité dédiées au modèle. Il faut aussi intégrer cette fameuse triade CIA, confidentiality, integrity, availability, la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, mais appliquée à l'intelligence artificielle, vue de point de vue intelligence artificielle. Donc, on va continuer à parler de la confidentialité des données qu'on va fournir au modèle d'intelligence artificielle. Et là, on parle de la confidentialité des données puisqu'on est dans une approche d'apprentissage. Donc, que feraient les moteurs d'intelligence artificielle avec les données qu'on va leur fournir? L'intégrité des modèles de données, donc ça, c'est l'intégrité quand on parle de l'IA. Et surtout, quand on parle de disponibilité, au fait, c'est la disponibilité des pipelines qu'on va utiliser avec nos modèles. Donc, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, à mesure qu'elle s'intègre dans les processus critiques, tels que l'authentification, la détection d'intrusion, les décisions automatisées et autres, ces modèles deviennent une nouvelle cible d'attaque directe. Donc, quelques attaques, j'en ai juste listé 3 des plus courantes aujourd'hui, mais je rappelle que cette liste n'est pas vraiment exhaustive. J'ai mentionné en premier lieu le data poisoning. Là, au fait, l'attaquant, il va essayer de modifier ou d'injecter des données malicieuses dans les jeux d'apprentissage pour biaiser le comportement du modèle. Cela peut conduire, au fait, à des classifications erronées. Bien sûr, on parle de classification quand on est en train de parler du supervised learning. Par contre, on va parler du clustering si on va parler du unsupervised learning. Ou aussi, on peut avoir des comportements qui sont délibérément permissifs ou bien qui sont biaisés. Et là, on revient vers le concept de l'équité. On va aussi avoir le model stealing. Alors là, ça va être plus un adversaire qui va interroger un modèle qui est déjà déployé et du coup, il va avoir recours à certaines API et son objectif serait au fait de reconstruire une copie fonctionnelle du modèle déjà déployé qui est censé être un modèle propriétaire. Cette technique, elle va nous permettre d'éviter des coûts de développement, mais si elle est à usage malicieux, bien sûr, elle peut aussi être utilisée pour trouver des vulnérabilités et ainsi savoir comment s'attaquer à ce modèle-là. La dernière attaque que j'ai citée au fait, c'est les attaques adversariales. Donc là, on parle de evasion attacks. Et dans ce cas-là, l'attaquant, au fait, il va manipuler subtilement les entrées. Et ces entrées peuvent être de différents types. Ça peut être des images dans le contexte de computer vision. Ça peut être des flux réseau, ça peut être des textes, ça peut être de l'audio, n'importe quoi. Et ceci dans l'objectif d'induire des erreurs de prédiction sans pour autant être détectées. Au fait, c'est un risque qui est très critique, surtout quand on parle des systèmes de détection d'intrusion, les IDS, les Intrusion Detection System, ou dans le contexte de la reconnaissance faciale ou les systèmes de tri automatisés. Aussi, on va avoir la génération automatisée de code malveillant, et surtout, j'insiste encore, avec l'introduction du polymorphisme, et là, c'est les modèles de type LLM tels qu'ils sont utilisés par le GPT, le Codex, le Llama Code et ainsi de suite, qui peuvent être détournés afin de générer des malwares personnalisés. Mais surtout, et encore plus dangereux, puisqu'ils sont adaptables et ils sont polymorphes. Donc là, l'attaquant, en fait, il peut produire du code variant à chaque exécution. Et du coup, à chaque fois où il va s'exécuter, il va changer de code, ce qui va rendre encore plus difficile sa détection et va rendre aussi les anti-malware classiques tout à fait inutilisables. Ceci va démocratiser la cybercriminalité assistée par IA, puisqu'elle devient aujourd'hui accessible même à des profils peu techniques. Donc, si on parlait d'abord des script kiddies, aujourd'hui, avec cette démocratisation, au fait, on voit que même ces personnes-là ont accès à ces outils
et peuvent même les utiliser à travers des interfaces tout à fait conversationnelles. On va avoir l'ingénierie sociale qui va être augmentée. Donc là, le phishing, les risques d'escroquerie sociale qui sont beaucoup plus crédibles. On va avoir l'attaquant qui peut générer des messages contextualisés afin d'imiter un ton ou un style, voire même de synthétiser la voix ou l'image d'une personne. Et là, on va bien sûr parler des fameux deepfakes. Comme on peut aussi parler de l'industrialisation du social engineering où la rapidité et la précision de l'intelligence artificielle, au fait, vont remplacer les campagnes manuelles, ce qui les rend de plus en plus accessibles. Mais pour conclure, encore une fois, je reviens vers cette IA qui peut être détournée. Et là, surtout quand on va détourner cette IA générative, puisque l'IA générative, elle n'est pas comme l'ancienne IA. L'IA générative a plus une tendance à créer du contenu et non pas seulement classer et faire du clustering. Donc là, on peut parler de plusieurs attaques telles que le prompt injection, hallucination, où on va provoquer l'hallucination du modèle ou bien l'abus des API et du coup, ça va constituer une nouvelle surface d'attaque. Mais surtout, j'aimerais bien insister que cette hallucination induite, au fait, elle est provoquée parce qu'il y a aussi l'hallucination qui peut être tout à fait naturelle avec les modèles IA. Aujourd'hui, donc, je vais quand même être très bref sur ce slide-là parce qu'il a été brièvement abordé, mais là, vous allez l'avoir rien que pour la documentation. Donc là, les différents mécanismes de détection d'anomalies. Aujourd'hui, on va avoir le machine learning supervisé, donc l'apprentissage supervisé, le supervised learning. Dans ce contexte-là, on est dans une approche de classification. Donc, l'objectif de cet apprentissage à partir de données labellisées, c'est-à-dire là, on a des exemples déjà classifiés comme normaux ou anormaux, qui ont été déjà détectés. Le grand avantage ici, c'est que lorsque le jeu de données est bien construit et équilibré, le modèle atteindra des niveaux de précision très élevés, alors que la limitation à ce niveau-là, c'est que en cybersécurité, afin d'obtenir des labels fiables, c'est parfois coûteux et c'est très chronophage. Ça va nécessiter du temps afin d'atteindre le résultat escompté. Aussi, ça nécessite une expertise humaine assez élevée afin d'imaginer les différents scénarios possibles et aussi identifier les comportements malveillants. Le unsupervised learning, le non supervisé, celui-là, au fait, il va utiliser des données qui n'ont pas de label. Donc, le modèle, au fait, ce qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va tenter de découvrir les comportements atypiques en se basant uniquement sur la structure des données qui vont lui être fournies. Donc là, c'est très utile quand on va parler de détection de menaces inconnues, telles que les zero-day attacks. Pardon. Par contre, le risque qui va être là, c'est le risque de faux positifs. Donc là, si on va avoir un mauvais calibrage, une mauvaise programmation, dans ce contexte-là, on peut atteindre des risques de faux positifs et de overfitting. Là, le paramétrage des seuils d'alerte est donc crucial afin d'éviter une surcharge d'alerte non pertinente. On va aussi avoir le semi-supervisé, et là, on va combiner les deux. Et bien sûr, ici, l'objectif, au fait, c'est d'essayer d'optimiser. L'avantage d'avoir cet apprentissage-là, c'est essayer de combiner les deux et de tirer avantage des deux. On va avoir l'apprentissage par renforcement. Celui-là, il est inspiré du comportement d'un agent autonome qui va apprendre par essai-erreur. On appelle ça les essais-erreurs. Et ça, c'est en fonction d'un système de récompense ou bien de punition en fonction du résultat qu'on va obtenir. Donc là, c'est plus pour des systèmes de réponse automatisés et autonomes afin d'essayer de bloquer, par exemple, une adresse IP sans trop impacter la connectivité ou bien pour essayer de déployer des mécanismes qui sont plutôt prometteurs. Là, c'est les méthodes qui sont basées pour l'analyse comportementale, comme on a dit, qui sont les User and Entity Behavior Analytics. On va avoir tout ce qui est détection temporelle, qui sont les Time Series Anomaly Detection. Et là, c'est des flux de données évolutifs dans le temps. Donc là, on va essayer de monitorer, de contrôler les trafics réseau, les logs systèmes, les consommations CPU et autres. Et l'objectif est d'identifier toute éventuelle rupture dans le motif temporel. Donc, soit de détecter un pic soudain ou bien essayer de détecter une interruption des fichiers log ou autres. On va aborder quelques techniques. Donc, déjà, les SIEM augmentés par machine learning.
Donc déjà, ce que je pourrais tirer de ces SIEM-là, c'est le fait que l'intégration du machine learning dans le SIEM, qui est au fait le Security Information and Event Management, ça va me... vous le permettez, il reste 3 minutes. Oui, malheureusement. Donc là, la SIEM, comme vous voyez, vous allez avoir des avantages. Vous allez avoir aussi des inconvénients. Donc, vous allez avoir tout ce qui est prédictif. Donc, vous pouvez prévenir au lieu de guérir. Vous allez avoir un gain de temps. Vous allez avoir de l'adaptabilité. Mais les inconvénients majeurs, ça va être une forte complexité pour l'implémentation, pour essayer d'intégrer le ML dans le SIEM là. Donc, ça nécessite vraiment des compétences en data science. Vous allez aussi nécessiter des données de très bonne qualité pour éviter encore une fois les faux positifs. Et aussi, il est très crucial de disposer de pipelines de données robustes. Une transparence qui est très limitée en raison des algorithmes qui sont plutôt en mode black box et les risques de surapprentissage. Et là, je reviens vers le overfitting. Et vous avez aussi la réglementation telle que l'ISO 27001, la 42001, la RGPD, la NIST AI Risk Management Framework. Donc, tout cela sont dans le contexte des SIEM augmentés. On a aussi l'automatisation des réponses. Je reviens vers les SOAR. De même, donc, déjà, l'avantage le plus important, c'est la réduction du temps moyen de réponse, les MTTR. Donc, ça, c'est les Mean Time to Respond. Ça, c'est le plus grand avantage. Donc, c'est une réponse plus rapide. Mais aussi, encore une fois, je reviens vers la complexité, les coûts, vers la dépendance de la qualité des données et une courbe d'apprentissage qui va nécessiter, je reviens vers le contexte de chronophage. Comment est-ce que je pourrais intégrer cette IA dans le SMSI? Donc, il y a déjà le contexte 27001 2022 à la clause 4 où on devrait commencer par comprendre clairement le contexte organisationnel. Donc, là, il faut intégrer aussi cette IA dans les enjeux, l'identification des exigences, les besoins des parties intéressées, et il est essentiel d'inclure dans les systèmes d'IA comme des actifs critiques, notamment lorsqu'ils vont influencer cette sécurité. Donc aussi, cette IA doit s'inscrire dans la responsabilité des instances dirigeantes, c'est encore une fois au niveau de la clause 5. Quels seraient les rôles aujourd'hui qui vont être liés à l'intelligence artificielle? Là, on va apparaître les data scientists, les AI product owners, les AI risk officers qui commencent à apparaître dans les organigrammes et qui vont assurer un alignement avec la stratégie de la sécurité globale. L'évaluation des risques qui sont relatifs à l'IA, tels que le biais, l'opacité, les attaques adversariales, les déviations non détectées. Donc, tout ceci doit être identifié lors de l'identification des risques, analysé et traité dans la même logique que les autres actifs critiques du SMSI. Et on a au niveau de l'annexe A, on a certains contrôles de sécurité qui devraient être applicables à l'ensemble des systèmes, y compris ceux qui vont reposer sur l'intelligence artificielle. Donc là, les contrôles d'accès aux modèles de données, les contrôles de performance de l'intelligence artificielle, l'auditabilité et l'explicabilité, comme l'a si bien expliqué M. Abdelmonem, la conformité réglementaire. Donc, tout ceci devrait être pris en considération quand on va aborder cette intégration. Là, c'est juste en un slide pour vous rappeler qu'au fait, tous les ISO sont alignés. Donc, c'est juste pour faire le rapprochement. Mais je vais vous laisser quand même découvrir ceci à travers les différentes formations du PECB. Afin d'assurer une bonne gouvernance de laquelle j'ai déjà parlé au démarrage, une bonne cartographie qui serait la première étape d'une gouvernance efficace des risques liés à cette intelligence artificielle et qui va consister à identifier de manière très structurée tous les scénarios de risque pouvant découler de la conception et du déploiement de l'usage des systèmes IA au niveau de l'organisation. On a aussi l'évaluation des risques et surtout détecter la vraisemblance et la gravité à travers tout ce qui est likelihood, probabilité d'occurrence ou vraisemblance, qui est fondée sur cette complexité technique et la gravité de l'impact potentiel qui peut affecter la sécurité des données, la continuité des services, la réputation et autres. Il est aussi recommandé d'impliquer des profils transverses au niveau de la cybersécurité, des data science, aussi impliquer des profils d'aspect juridique, éthique et métier, et aussi prévoir la mise en œuvre de mesures afin de traiter ces risques qui vont être jugés inacceptables et qui doivent être traités par la mise en œuvre de mesures techniques, organisationnelles, voire des mécanismes de supervision continue
et aussi opérer afin d'assurer la meilleure conformité avec la norme ISO 42001. Quelques pistes de mitigation ou bien de minimisation du risque et de la résilience organisationnelle. Donc là, on va parler essentiellement du fait d'utiliser des jeux de données sécurisés pour l'apprentissage des modèles à travers des jeux de données de traitement qui ont été protégés contre le data poisoning ou les fuites des données qu'on va fournir pour l'apprentissage des modèles eux-mêmes, mais aussi les défaillances des modèles eux-mêmes, aussi bien au niveau de l'architecture, du poids ou bien des paramètres, afin d'éviter le model stealing aussi en protégeant les données, ou bien contre les exploitations malveillantes à travers des accès restreints, journalisés et des chiffrements quand ces données seront au repos. Aussi partir vers l'auditabilité et la supervision de ces modèles IA qui vont être utilisés à travers des phases de validation rigoureuses, de la supervision continue en production et une auditabilité des décisions à travers la traçabilité des sorties du modèle, la justification des résultats, l'eurodatage, le stockage des logs afin de les utiliser dans des cas d'analyse post-incident, la mise en place de seuils de déclenchement et de repli pour garantir une résilience opérationnelle, les mécanismes de mise à jour et de réentraînement, et ceci en mettant en place des protocoles sécurisés, traçables et contrôlés pour l'intégration des nouvelles données, mais aussi en mettant en place une revue systématique avant le déploiement de tout nouveau modèle et surtout utiliser des environnements cloisonnés. Je vous laisse continuer avec le reste lors de la lecture de ce document, mais juste afin d'être dans les temps, je sais que je dépasse déjà de quelques minutes, si on veut partir vers une cybersécurité éthique et résiliente, déjà, la performance des systèmes basés sur l'IA ne doit pas se faire au détriment de la sécurité. Donc déjà, comme j'ai dit, on doit avoir une approche équilibrée, intégrant des contrôles de sécurité robustes dès la phase de la conception. Aussi, avoir une gouvernance efficace qui nécessite une collaboration continue entre experts en cybersécurité et en IA, en éthique, aussi en gestion des risques, et avoir une approche proactive qui va permettre de détecter et de mitiger les vulnérabilités liées à l'utilisation des technologies émergentes et bâtir de la confiance des utilisateurs dans les systèmes IA qui doivent être conçus de manière à être explicables surtout, audités et à respecter les normes de sécurité strictes. Aujourd'hui, cette IA, elle transforme le paysage de la cybersécurité, puisque son intégration dans le système de cybersécurité redéfinit carrément le paysage de protection des données et des infrastructures, et les capacités de cette IA à analyser de grandes quantités de données en temps réel permettent de détecter les menaces de manière proactive, mais elles apportent aussi de nouveaux défis en matière de sécurité, d'acteurs malveillants, d'exploitation de l'IA pour automatiser et sophistiquer les attaques. Donc là, on a des attaques qui sont plus rapides, plus ciblées, plus autonomes, ainsi de suite, mais aussi les défenses qui doivent évoluer vers une cybersécurité cognitive qui est soutenue par la technologie de l'IA et qui permet une analyse intelligente des comportements, une gestion adaptative des menaces et surtout une réponse automatisée tant que c'est possible, parce qu'aujourd'hui, il faut admettre qu'on ne peut pas remplacer le facteur humain à 100%. Juste, s'il vous plaît, tenez toujours en considération que cette IA joue un rôle plus large que celui de simples outils défensifs ou offensifs, car en plus d'améliorer les capacités de détection et des menaces et d'automatisation des réponses, l'IA sert aussi de catalyseur pour améliorer l'ensemble des pratiques en cybersécurité. Donc, il faut dire qu'elle va nous permettre d'optimiser les processus de gestion de risques, de renforcer l'analyse et les vulnérabilités. C'est aussi un accélérateur de maturité pour la cybersécurité en permettant une analyse avancée des données et une gestion automatisée des incidents afin d'améliorer la prévention, la détection, la réponse aux menaces, la transformation des approches réactives en stratégie proactive, mais ceci a une seule et unique condition, c'est que l'usage de l'IA dans la cybersécurité implique aussi qu'il faut maîtriser les risques. Ces risques qui sont notamment en termes de biais algorithmiques, de vulnérabilités liées aux systèmes d'intelligence artificielle eux-mêmes et de problèmes d'interopérabilité avec les infrastructures existantes, nécessitant une gestion rigoureuse des risques est essentielle pour s'assurer que les avantages de l'IA ne soient pas exploités que d'une manière sûre et éthique, tout en minimisant ces nouvelles vulnérabilités
que pourrait introduire cette intelligence artificielle. Je m'excuse d'avoir accéléré un tout petit peu à la fin. Malheureusement, notre webinaire d'aujourd'hui, on est un peu limité par le temps parce que ce sont deux thèmes vraiment très intéressants. Chacun des deux thèmes aurait pu faire l'objet d'un webinaire à part. Mais là, donc, je vous laisse poser vos questions et je vais avoir le plaisir avec Monsieur Abdelmanan de répondre à vos questions. Bien sûr, on répondra au maximum de questions possibles. Autrement, vous allez avoir les adresses email sur lesquelles vous pouvez envoyer vos questions et auxquelles on se ferait un plaisir d'y répondre. Merci bien, Wajih. On commence par la première question et je m'en charge. La première question, c'est comment s'assurer que les modèles d'IA utilisés pour la sécurité sont exemptés de préjugés compte tenu notamment de la diversité linguistique et culturelle de l'Afrique? Eh bien, merci bien pour cette question et la réponse est simple. Appliquer l'ISO 42001, tout court. Parce que l'application de la norme 42001, qui est, encore une fois, je répète, je rappelle, c'est le système de management de l'intelligence artificielle, il permet de s'assurer que tout est bon, tout est dans les règles de l'art dès la collection des données jusqu'à le traitement des données, puis vers la partie algorithmique pour la création et l'entraînement du modèle et le réentraînement du modèle, ainsi qu'après le test et validation et la mise en place du système. Donc, si une entreprise propriétaire d'un modèle IA s'annonce ou bien adhère à l'ISO 42001 et certifie 42001, alors elle adhère à des valeurs qui permet de vérifier tout ça, toutes ces valeurs qu'on a vues ensemble, la transparence, la partie éthique, la partie knowledge sharing, c'est la partie responsabilité et tout, et tout, et tout. Donc, on peut s'assurer que ce modèle-là respecte cette diversité et n'est pas, en quelque sorte, n'utilise pas des biais de discrimination. La deuxième question aussi, je pense, c'est à s'adresser à moi. Oui. Pour votre présentation, pouvez-vous nous parler un peu sur les usages de l'IA en relation avec les objectifs de développement durable de l'IA, notamment dans le domaine? Très bonne question aussi. En fait, le slide qui a mentionné cette partie-là, contient une grande partie qui concerne la santé et l'agriculture. Donc, la santé, l'agriculture et l'éducation. Donc, sur 6 domaines qu'on a choisis pour la présentation, il y a 3 qui font partie de ce cadre-là des objectifs de développement durable donc des Nations Unies. Donc, l'IA permet en éducation la personnalisation des parcours d'apprentissage pour chaque étudiant. Ça dépend du contexte. Un étudiant en Afrique n'est pas un étudiant en Europe, n'est un étudiant aux États-Unis, n'est en Asie. Nous avons notre propre culture, notre propre aspect écologique, économique, socio-économique, politique aussi. C'est très différent. Donc, ça n'a pas de sens de donner des cours qui sont copiés d'autres nations. Aussi, même chez nous en Afrique, pas quelqu'un comme l'Afrique du Sud, comme l'Afrique du Nord, en Somalie, pas comme au Sénégal. Notre continent, c'est le plus grand continent. Hein, on considère que l'Amérique du Sud est un continent à part, celui du Nord est un autre continent. Le plus grand continent sur Terre, c'est l'Afrique. Nous avons une diversité énorme. Et l'IA permet que chaque pays, voire même chaque individu, aura son propre éducation, propre lui, propre à sa capacité intellectuelle, à son taux d'apprentissage, son évolution, ses maladies, plus ou moins, si on ose parler des maladies dans ce sens. Ceci va aussi nous permettre, je vais faire la transition avec l'aspect maladie, la santé. Aussi, l'Afrique souffre énormément des aspects de santé, de manque de santé. L'IA va accélérer énormément pour le traitement, l'analyse, diagnostic. On peut avoir, vous savez bien, la majorité des pays africains manquent de cadre médical. Maintenant, avec l'IA, on peut, entre guillemets, dans le futur, espérons bien, auto-soigner avec l'IA. Pas maintenant. Ne dites pas qu'Abdelmanan vous a dit que l'IA permet de vous soigner. Donc, s'il vous plaît, ça c'est dans le futur avec l'IA forte, pas aujourd'hui. Mais je vais citer une anecdote quand même.
Ça fait 6 mois que ma mère à moi a eu donc, un souci de santé et j'avais besoin de quelques analyses et quelques autres diagrammes de ECG, je pense, c'est ça, donc le truc électrique pour le cœur et tout. Et j'étais en train d'attendre le docteur. Bon, il y a le médecin, mais il est en salle d'opération et j'attends avec impatience qu'il sort. Bah, j'avais pas de patience, c'est ma mère, donc j'ai fait appel à 3 modèles d'intelligence artificielle et ils m'ont donné toute une analyse qui m'a rassuré. J'ai pris le souffle et j'attendais le docteur qui a confirmé que ce que l'IA a dit. Pas toujours évident, encore une fois, mais quand même, ça m'a soulagé un peu. Peut-être dans un autre cas, ça va pousser les gens à aller plus vite pour voir plus ou moins une solution. Je termine rapidement par l'agriculture aussi. Notre Afrique est très riche dans quelques zones par une agriculture forte et dans d'autres zones, c'est la désert, c'est le désert, pardon. C'est les conditions climatiques qui sont très dures. Et bien, avec l'agriculture de précision, on peut augmenter les zones qui sont à forte production et aider les zones à faible production pour produire. Donc, c'est grosso modo quelques aspects des objectifs de développement durable. J'espère quand même, Abdelmaram, quand tu as partagé au fait les données avec les modèles d'intelligence artificielle par rapport à votre mère, pour laquelle je souhaite un meilleur rétablissement, j'espère que rien de personnel n'a fuité au fait qu'on vous avait donné son dossier médical. Parce que là aussi, quand même, c'est l'un des cas d'usage. C'est l'un des cas d'usage auquel il faut faire très attention quand on est au niveau d'un SMSI. C'est aussi de contrôler le contexte d'utilisation des moteurs d'intelligence artificielle par les employés, ce qui pourrait au fait constituer un risque de fuite de données des clients, parce qu'on rappelle encore une fois qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle repose sur les modèles d'apprentissage. Donc, au fait, on n'a aucune idée sur le niveau de rétention de ces données, sur le cas de réutilisation de ces données-là. De toutes les façons, comme j'ai dit, j'espère un bon rétablissement à votre mère. Je passe à la question d'après, au fait. Je pense que la prochaine question, c'est pour vous, mais juste, si ça ne vous dérange pas, passe directement au dernier slide, s'il te plaît, pour que on annonce les emails, les contacts et tout. Et je vous cède la main pour répondre à cette dernière question. Non, c'est pas celle-là, le slide juste avant. Où il y a les emails, celui-là. Donc, c'est ce slide-là. Voilà. La dernière question, c'est pour Wajid. Donc, la question, quelles sont les limitations de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité et quelles pourraient être les éventuelles pistes d'amélioration? Déjà, il y a un bon nombre de limitations qui ont été déjà mentionnées lors de la présentation. Il suffit de relire un tout petit peu. Vous allez avoir les défaillances même des modèles d'intelligence artificielle qu'on est en train d'utiliser, comme on a dit, les possibilités de biais, les possibilités d'hallucination, que ce soit intentionnel ou non intentionnel. Cette approche qu'on est en train d'utiliser des black box avec les algorithmes, en réalité, on ne sait pas quelles pourraient être ces vraies limitations. En plus de ça, aujourd'hui, quand on parle de l'intelligence artificielle générative, au fait, pour qu'on puisse vraiment savoir ce que pourrait être généré cette intelligence artificielle générative, il faudrait imaginer tous les cas possibles. Déjà, il y a de ça quelques mois, je pense que tout le monde a été au courant qu'il y a eu le premier cas de tricherie par les modèles d'intelligence artificielle dans le contexte d'un jeu d'échecs. Donc là, on ne peut même plus être sûr qu'est-ce qui pourrait être généré. Mais moi, au fait, je vais laisser de côté tout cet aspect de technique, de model stealing, de poisoning, tous ces modèles-là et ces possibilités de générer des campagnes de phishing et de social engineering automatisées et autres. Moi, je vais quand même insister sur un fait et je reviens sur un concept qui a été très bien expliqué par mon collègue Sir Abdelmaram. Au fait, quand on va parler de cette intelligence artificielle forte, et là encore, je suis très content qu'on n'a pas encore parlé de la SAI, Super Artificial Intelligence, qui va quand même dépasser de trop loin ce concept d'intelligence artificielle forte. Et là, je vous invite à chercher, à faire une petite recherche par rapport à ce qu'on appelle la singularité, le point de singularité. C'est là où cette intelligence artificielle va dépasser l'être humain et c'est là où elle pourrait prendre toute son indépendance de l'être humain. Aujourd'hui, l'une des limitations que nous avons,
c'est au fait que l'être humain ne peut pas encore être remplacé. D'accord? Soit pour les faux positifs, soit pour les faux négatifs, pour plusieurs d'autres raisons. Les pistes d'amélioration restent bien sûr le fait d'améliorer, de mettre des mesures de contrôle, mais surtout, je reviens sur la recommandation de M. Abdelmonem, respecter les standards. Donc, essayez vraiment de respecter la 42001 et essayez d'intégrer tout ce qui est contrôle et mesures de contrôle et essayez d'intégrer le SMSI avec la 42001 et inversement. Je pense qu'on atteint la fin. Voilà. Voilà. Je voudrais remercier tous les présents. Je voudrais aussi remercier mon cher collègue, M. Abdelmonem Kouka. Vraiment, votre rapport, il a été vraiment de qualité. J'ai beaucoup apprécié la collaboration avec vous sur ce webinaire-là. Je tiens aussi à remercier PECB de nous avoir donné cette opportunité de vous présenter le sujet. Et bien sûr, vous avez tous les contacts que vous pouvez utiliser afin de nous joindre. Et vous pouvez continuer à nous poser vos questions. Nous nous engageons à répondre à vos questions dans les plus brefs délais. Je te laisse le mot de clôture, Abdelmonem. Merci bien, Wajid. Merci bien aussi pour votre contribution donc enrichissante de ce webinaire. C'était un plaisir, comme toujours, de collaborer avec vous. Juste un mot final. Merci bien pour la possibilité, pour cette opportunité, aussi pour la collaboration avec nos Smart Skills, chose qui nous ont fait donc beaucoup d'honneur, surtout avec le dernier statut qu'on a eu la dernière année d'être partenaire Titanium de PUCB dans la région, qui est le plus haut niveau de partenariat. Donc, Smart Skills et PUCB vous accompagnent pour tout ce qui est formation et certification, ainsi que l'accompagnement de la mise en place des systèmes de management, que ce soit en sécurité, en qualité ou en intelligence artificielle. Nous sommes à votre service et voilà, donc que le bien sera notre futur, ensemble, main dans la main, pour passer de notre continent à notre niveau technologique. Merci bien et à la prochaine, au prochain webinaire. Au revoir, bye bye. Merci à vous tous. Au revoir.